Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Jujutsu Kaisen. Le film est sorti mercredi 16 mars et a déjà battu des records, notamment les scores des films tels que Demon Slayer, Le Train de l'Infini ou encore My Hero Academia lors du premier jour de diffusion dans les cinémas. Sur internet, hélas, le film a eu le droit à de mauvaises publicités, notamment à cause du comportement des gens présents lors de l'avant-première. Comportement qui était également présent lors de la diffusion du film Demon Slayer. Cette mauvaise publicité peut en rebooter certains pour aller voir ce film, ce qui est compréhensible car moi la première, je n'aime pas ça et j'avais trouvé très désagréable mon expérience lors du film Demon Slayer. Mais du coup, pour quelqu'un qui hésite à voir ce film au cinéma, devrait-il suivre les scores faits par la diffusion qui sont plus que positifs ou bien les nombreuses vidéos diffusant des comportements négatifs? À titre personnel, nous sommes allés voir le film le jour de sa sortie, soit le mercredi, et nous avons été en journée. Et nous n'avons rencontré aucun problème, donc je pense que les mauvais comportements seront plus rares, surtout avec les avertissements des cinémas. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film. Non, jure, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, il y aura en premier une partie sans spoil, puis dans la seconde, il y aura du spoil. Vous serez prévenus. Maintenant, tentons de répondre à notre problématique. Est-ce que le film Jujutsu Kaisen 0 est réellement un succès ? Pour commencer, il faut savoir que le film se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il peut être vu sans avoir suivi la série et vice-versa. Vous pouvez très bien suivre la série sans avoir vu le film. Nous ne sommes pas dans une situation telle que Demon Slayer où le deuxième arc du manga est adapté en film et se trouve entre les saisons 1 et 2. Car oui, il y a du monde qui se sont fait avoir et se sont fait spoil le film en débutant la saison 2. Le déroulement du film et son rythme sont réellement excellents. Déjà parce que ça suit le tome 0, mais surtout parce que c'est croissant. Les événements s'enchaînent les uns après les autres, ni trop rapidement, ni trop lentement. Le film dure 1h30 ou un peu plus, et personnellement, je ne les ai pas vus passer. En fait, quand je dis que le rythme et les enchaînements sont bons, c'est qu'ils sont vraiment très bons. Les trois parties de l'œuvre, l'introduction, la phase de développement et l'acte final, s'enchaînent parfaitement sans ralentissement. Comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo sur le tome 0, j'avais espoir qu'il y ait quelques scènes de rajoutées, et si c'était le cas, que ce ne soit pas juste pour remplir quelques minutes dans le film. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il y a quelques scènes de rajoutées, des personnages même qui sont rajoutés par rapport au tome, ce qui est normal puisque l'auteur avait plus développé son univers par rapport au moment où il l'avait dessiné. Et tout ça passe très bien, ça fait littéralement partie du film. On n'a aucun sentiment de coupure et c'est excellent. En termes de réalisation, sincèrement, il n'y a rien à dire. La bande-son est incroyable et les OST sont vraiment excellents. N'ayant pas totalement vu la saison 1 de la série, je ne pourrais pas vous dire si ce sont les mêmes, mais en tout cas, les OST sont réellement superbes et contribuent parfaitement avec les différentes ambiances des scènes. Je souhaitais retrouver un sentiment d'oppression. Eh bien c'est le cas. On ressent parfaitement les différentes émotions des personnages, que ce soit leur joie, leur détresse ou même leur chagrin. L'animation, non mais franchement c'était incroyable. L'animation est réellement sublime et c'est l'une des plus belles que j'ai vues personnellement ces dernières années. Et sincèrement, je suis vraiment très difficile là-dessus. J'aime beaucoup la construction graphique des fléaux. C'est réellement ce genre de style que j'affectionne particulièrement. Nous avons vu le film en VF et encore une fois, on est face à un travail excellent. Déjà le casting est aux petits oignons. Comme dans la série, nous retrouvons Marc Lesser pour la voix de Satoru Gojo. Pour les non-initiés, il est principalement connu dans le domaine des animés pour avoir prêté sa voix à Gohan ou encore à Trunks du futur. Nous retrouvons également Alexandre Nguyen pour la voix de Yuta qui a su parfaitement saisir la complexité du personnage. Il a réussi à retranscrire toutes ses émotions et c'était vraiment incroyable. Pour les autres noms, c'est également des petits oignons puisque nous retrouvons régulièrement des noms dans des séries à succès, tels que Martial Leminou, Arnaud Laurent et plein d'autres. Je pense avoir fait le tour d'un maximum d'infos sur le film sans spoil, donc on va directement passer à la seconde partie. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à très bientôt et pour les autres, eh bien c'est parti! Un premier point que j'ai beaucoup aimé, c'est l'évolution de Yuta tout au long du film. Et il est clair qu'au début du film, ce côté pleurnichard peut être rebootant pour beaucoup, mais il sort de ce travers dès la fin de l'introduction et donnera le meilleur de lui-même pour être utile pour ses camarades. Il va progresser, réussir à prendre le contrôle de Rika jusqu'à l'affrontement final contre Suguru Geto qui ne souhaite qu'une chose, mettre en place son plan tout en ralliant à sa cause le jeune Yuta. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut voir Yuta au-delà de son comportement de pleurnichard. On peut l'interpréter de deux manières. Il représente le deuil ou encore la dépression. Au début du film, le type est totalement victime de son destin. Rika représente la fille avec qui il a noué des liens forts. Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux dans un hôpital pour enfants et ont passé par la suite le maximum de temps qu'ils pouvaient ensemble. Rika était à la fois sa meilleure amie, mais aussi son âme sœur. Sa perte fut réellement traumatisante pour lui.
Déjà parce qu'il a assisté à la scène alors qu'il était très jeune, et surtout parce que cette entité s'est totalement accrochée à lui par la suite. Rika, métamorphosée en fléau, n'hésitait pas à attaquer toute personne s'attaquant à Yuta, le privant lui de sa liberté. Parce que finalement, lui qui était de base posé en victime, devenait l'agresseur de ceux qui voulaient lui faire du mal. On peut le voir par rapport à la scène de l'intro avec les mecs dans le casier. Donc le gars, en plus d'être victime, se retrouve à culpabiliser pour les agissements de son fléau. Il tentera plusieurs fois de se donner la mort, mais bien sûr, ça échouera à cause de Rika. Alors qu'il espérait avoir enfin un échappatoire lorsqu'il sera repéré par les exorcistes, Gojo aura réussi à lui donner un sursis, même si le conseil était contre. En plus d'avoir un fléau accroché à lui, il se trouve que ce n'est pas un petit et faible, mais un qui est classé S, rang que Yuta aura par la suite en intégrant le lycée des exorcistes. Là où son évolution va s'enclencher, ça va être lors de sa rencontre avec ses camarades de classe, donc Maki Zenin, Toge Inumaki et le panda. Même si leur première rencontre se fera de manière assez agressive, un lien va commencer à se construire. En effet, Yuta sera pour la première fois avec des personnes qui comprennent sa situation, qui la voient et qui lui sont semblables. Pour la première fois, Yuta n'est plus tout seul. L'accélération flagrante de son évolution est lors de la mission dans l'école primaire. Lorsqu'il se retrouve au pied du mur et qu'il est le seul à pouvoir agir, il va pour la première fois faire appel à Rika de manière intentionnelle. Et suite à ça, il va comprendre qu'il peut la contrôler. Il va apprendre à se battre et à transmettre l'énergie occulte de Rika dans son arme. Et à partir de là, le gars est parti. Il va progresser très rapidement jusqu'à même mettre en déroute Suguru Geto. À la fin du film, Yuta n'est plus du tout la même personne. Il n'est plus craintif, il est sûr de lui et surtout, il réalisera qui il est vraiment grâce à Gojo. Car oui, celui-ci aura enquêté car l'affaire de Yuka et Rika est tout de même bizarre. La jeune fillette ne présentait aucun antécédent d'utilisateur de l'énergie occulte, donc c'était illogique que la fillette ait été capable de se changer en fléau à sa mort. Et en effet, le responsable de cette malédiction n'est pas Rika, mais bien Yuta. Gojo a compris avec l'arbre généalogique du garçon qu'il était un cousin éloigné, donc qu'il avait dans ses ancêtres des utilisateurs de l'énergie occulte. C'est lui, inconsciemment, qui a lancé cette malédiction sur Rika et c'est lui qui la libérera. C'est pour cela que je vous dis que le personnage de Yuta peut être un synonyme pour le deuil ou pour la dépression. En effet, son développement est très proche des différentes étapes du deuil. Il y a le choc, la culpabilité, la douleur, la reconstruction, puis l'acceptation. Pour la dépression, c'est la même chose. On peut y voir un message nous disant que quand tout va mal, eh bien, des fois, le premier pas, c'est tout simplement nous qui devons le faire pour pouvoir aller mieux. Le fait qu'il soit un cousin éloigné de Gojo laisse à penser qu'il peut avoir un énorme potentiel. Et quand on voit ce qu'il a été capable de faire à Geto, c'est même sûr. Personnellement, dans la suivi de la série, j'en suis à la sortie française, c'est-à-dire au tome 13. Je ne suis pas encore à jour par rapport à la sortie sur Manga Plus, mais j'aurais tendance à penser que le pouvoir de Yuta ne tourne pas autour de la malédiction qu'il a créée. On l'a vu dans le film, il a été capable d'utiliser un objet du clan Inumaki, même si ça a été une utilisation unique. Donc, est-ce que nous serions face à un personnage qui peut utiliser les caractéristiques des autres? Je ne sais pas, et c'est réellement de la spéculation que je vous dis là. Je vous fais une petite pause dans la vidéo parce que là tout de suite je suis à jour dans Jujutsu Kaisen par rapport à la sortie sur Manga Plus et du coup je sais, j'ai la réponse à ma question mais je le dirai pas parce que j'ai pas envie qu'on m'accuse de spoil et puis de toute façon je vous réserve ça pour potentiellement des reviews sur Jujutsu Kaisen. Revenons à notre film. Même si l'intrigue tourne principalement autour de Yuta, les autres personnages n'en sont pas moins laissés de côté. L'histoire de Maki est de nouveau présentée et même si Gojo est en retrait lors de ce film, ses quelques interventions sont très intéressantes. L'acte final du film, la bataille du 24 décembre, était incroyable, que ce soit le récit, l'animation ou même l'ambiance. On avait réellement, même quand on a lu le tome 0, cette impression de danger, de stress, et ça, c'était cool. La fin du film reste assez évasive par rapport à ce que fera Yuta. Est-il toujours à l'école d'exorcisme? A-t-il gardé son rang? Reviendra-t-il dans l'histoire? Que des questions qui trouveront leur réponse dans la série Jujutsu Kaisen. Pour résumer, le film Jujutsu Kaisen est vraiment très bon. Sur les derniers films d'animé, je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs que j'ai vus. Après bien sûr, ce n'est que mon avis, et les goûts sont subjectifs. Comme je dis toujours, rien de mieux que de faire son propre avis soi-même. Donc si vous avez la possibilité de le voir, n'hésitez pas, je pense sincèrement que vous passerez un très bon moment. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le film, si vous avez été le voir, ou si vous allez le voir, ou si vous n'allez pas le voir. J'ai hâte de lire vos commentaires. Sur ce, moi je vous laisse. À la prochaine, tchuss!